Donc c'est vraiment un appel à chacun d'entre vous que je fais pour nous aider. On ne demande pas d'argent ou quoi que ce soit, on demande juste, s'il vous plaît, aidez-nous à nous faire entendre. Françoise, bonjour. Je t'invite sur une chaîne internet qui s'appelle L'Intemporel. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci, merci Jérémy pour ton invitation. Alors je m'appelle Françoise Nicolas, j'ai 58 ans et je suis, je crois que tu m'invites parce que je suis une ancienne diplomate et identifiée euh, comme lanceur d'alerte. J'ai été mise à la retraite il y a un an par mon administration pour avoir signalé en interne la mise en place de détournement de fonds publics. J'ai commencé à travailler très jeune, hein, à l'âge de 21 ans parce que j'étais orpheline. J'étais mère également très jeune à 23 ans. Et tout ça, ça m'a fait, avec la décision que j'avais prise à l'époque de cumuler vie professionnelle, vie familiale et mes études pendant des années. Donc j'ai accumulé beaucoup de diplômes, des diplômes en droit, en sciences politiques, en économie, en langue. J'ai été multi-distinguée pour des travaux universitaires euh, assez particuliers. Enfin, assez particuliers, ça m'a mené directement à, à une de mes expériences professionnelles principales qui a été de travailler pendant 9 ans au sein du groupe France Télécom, où j'ai été chargée de projets européens pour les aspects non techniques de ces projets, les aspects financiers, administratifs, juridiques. Donc, je suis une ancienne France Télécom. Et bon, tout le monde a entendu parler de France Télécom hein, avec le procès qui vient de se terminer. Et moi, j'ai expérimenté les méthodes de management de France Télécom et j'ai négocié au bout de 9 ans mon départ pour harcèlement moral et sexuel. Et, et j'ai décidé à ce moment-là, donc j'avais une trentaine, enfin j'avais plus de 35 ans à l'époque, j'avais décidé de réaliser mon rêve et de devenir diplomate. Voilà. C'était un rêve d'adolescence et je me suis dit, ben voilà, je vais intégrer la fonction publique pour être finalement plus tranquille que je ne l'avais été à France Télécom. Et, euh, et j'ai préparé le concours pour intégrer le ministère des Affaires étrangères, ce que j'ai fait ministère que j'ai intégré en 2000. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as intégré le monde diplomatique et ce qui s'est passé en 2008 avant que tu reviennes en France et tu reviendras dessus juste après du coup. Alors, oui, donc pour intégrer le ministère des Affaires étrangères, donc quand j'ai commencé à être placardisée à France Télécom et que j'ai négocié mon départ, et donc j'ai eu une période de 4 ans pendant laquelle j'ai passé des concours du ministère des Affaires étrangères. On va dire, pendant cette période-là, j'étais déjà très diplômée. Je sortais de Sciences Po, que j'avais fait dans le cadre d'un congé formation de France Télécom. Et pendant cette période de 4 ans entre France Télécom et le ministère des Affaires étrangères, j'ai préparé 3 licences en parallèle. Est-ce que tu peux juste nous préciser pourquoi tu es rentré à France Télécom? Ah oui, pourquoi je suis rentrée à France Télécom? C'est France Télécom qui est venu me chercher, enfin, qui m'a. J'étais à l'époque. Je préparais une thèse à l'époque sur l'Agence spatiale européenne et le droit international public en liaison avec euh, l'espace extra-atmosphérique. Le droit des traités, enfin bon, c'est un peu spécifique, mais donc je travaillais pour ma thèse, après un mémoire de DEA sur la coopération spatiale européenne, je travaillais sur une thèse en lien direct avec l'Agence spatiale européenne sur le droit des traités. Et mes travaux avaient été distingués par le responsable du service juridique de l'Agence spatiale européenne qui vraiment m'encourageait, etc.
j'avais une promesse d'embauche à l'Agence spatiale européenne, mais pour ce faire, je devais avoir une expérience professionnelle nationale. Et j'ai eu l'opportunité, enfin, France Télécom a été intéressée par mon profil et m'a donné l'opportunité d'acquérir cette première expérience nationale en travaillant pour eux. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré France Télécom. Et bon, j'ai été confrontée au sein de France Télécom à des dérives managériales. Hein. D'une part, bon, ces dérives, plein de gens les ont connues. Mais en ce qui concerne mes travaux de thèse, je ne les ai pas terminés parce que j'ai eu un grave accident de voiture à un moment donné qui, qui a fait que je n'ai pas pu terminer ma thèse. Mais ces travaux de thèse m'ont valu d'être distinguée à 2 reprises pour mes travaux par des professionnels d'une part, la Fondation de l'Espace, et par un jury composé de personnalités qui sont très connues, enfin qui sont maintenant dans les livres d'histoire, le jury de la Fondation de la Vocation, qui aujourd'hui est parrainé par Elisabeth Badinter. Donc voilà, j'ai été distinguée pour mes travaux de thèse par la Fondation de l'Espace d'une part, en 86, et par la Fondation de la Vocation d'autre part en 1987. Donc la première Fondation de l'Espace, je ne suis pas sûre qu'elle existe toujours, mais la Fondation de la Vocation, euh, qui aujourd'hui est parrainée par Elisabeth Badinter, est une fondation qui est très très connue et les lauréats en général ont eu des parcours professionnels publics, prestigieux, etc. Ce qui n'a pas été mon cas du tout. Ça c'est pour l'anecdote. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ton arrivée à Cotonou, à l'ambassade du Bénin? Donc j'ai quitté France Télécom en 96 et j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères en 2000. Pendant ces 4 ans, pour préparer le concours du ministère des Affaires étrangères, et je l'ai passé à plusieurs reprises pendant ces 4 ans parce que je sortais d'une formation, enfin de Sciences Po. Hein. J'ai fait Sciences Po financée par France Télécom en congé formation. Et à la suite de ça, après avoir quitté France Télécom, j'ai repris des études pour me préparer au concours du ministère des Affaires étrangères, en préparant en parallèle 3 licences et en faisant une préparation ENA. Donc j'étais vraiment hyper qualifiée pour me préparer au concours du ministère des Affaires étrangères. Sauf que, bon, on va dire que les concours des affaires étrangères ne sont pas forcément anonymes et qu'au bout de quelques années, des gens du ministère des Affaires étrangères m'ont dit, écoutez, n'insistez pas pour les concours de catégorie A, vous n'avez pas fait le bon institut d'études politiques. Euh, si vous voulez vraiment intégrer le ministère des Affaires étrangères, rentrez par la petite porte, un concours de niveau moindre. Donc, j'ai passé un concours de niveau moindre, un concours de catégorie B, c'est-à-dire un concours de niveau bac. Et j'ai eu le concours, mais quand même, qui me donnait l'accès aux fonctions de diplomate parce que ce sont des concours extrêmement sélectifs. Moi, quand j'ai passé le concours, il y avait plus de 2000 candidats et j'ai terminé deuxième du concours. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères. Avec ce classement à un concours externe, deuxième sur plus de 2000 candidats, j'aurais dû avoir un parcours professionnel intéressant, puisque de fait, j'avais eu des notes excellentes à toutes les épreuves. Et, euh, et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que dès que j'ai été en position de partir à l'étranger, eh bien, la DRH du ministère m'a expliqué que j'étais trop âgée. J'avais passé le concours trop âgée, à 39 ans, et qu'en plus, j'étais une femme, et que les femmes, on n'en voulait pas dans tous les postes, donc c'était un handicap majeur. Donc, ayant intégré le ministère en 2000, moi, tous mes camarades de promotion sont partis très vite en poste à l'étranger
exercer des fonctions de diplomate, mais moi, bah, je suis restée dans des fonctions en France qui étaient très, très... Donc, je remplissais des cases, hein, pour parler clair. J'étais notamment officier au service central d'état civil. Je remplissais des cases sur un ordinateur, c'est tout. Voilà. Donc, c'était un peu frustrant. Donc, je me suis battue, évidemment, pour sortir de cette ornière. Et j'ai fini par accepter un marché que m'a proposé la directrice des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères. À l'époque, c'était en 2006, euh, qui s'appelait Emmanuel Dachon, parce que, pour que les choses soient claires, parce que, bon, on va parler d'une autre directrice des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères plus tard. Donc, à l'époque, cette directrice s'appelait Emmanuel Dachon, et elle m'a mis un marché en main. Elle m'a dit, écoutez, à Nantes, il y a un poste qui est vacant depuis plus de 3 mois. Personne ne veut y aller parce que c'est un poste très difficile. Le chef de bureau est caractériel. Donc, mais si vous y allez, vous partirez à l'étranger. Donc, j'ai dit, OK, d'accord. Marché conclu, je prends. J'ai pris le poste très difficile dont personne ne voulait. J'ai tenu le temps voulu. Tout le monde a été très content. Et c'est comme ça qu'on m'a imposé mon premier poste de diplomate en m'affectant, euh, sans demander mon avis, à l'ambassade de France au Bénin, à Cotonou. Et voilà, donc moi j'ai dit, je n'ai pas eu le choix, on me l'a imposé. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dit, bon, d'accord, si c'est ça ou rien, je prends. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier poste de diplomate. Je suis partie à l'ambassade de France au Bénin, où j'ai pris mes fonctions le 1er juillet 2008. Et j'étais alors responsable d'un petit service au sein du service de coopération et d'action culturelle. Ce petit service, c'était le service BMI, Bourse, Mission, Invitation, les bourses d'études. Donc, je gérais les bourses d'études de stage. Donc, c'était des étudiants béninois qui venaient faire leurs études en France. B pour les bourses, M pour les missions. C'était les missions, c'était des, des Français qui venaient former des Béninois, voilà, au Bénin. Et les invitations, dans le sens inverse, la France invitait des Béninois à venir en France à des conférences ou à même aller dans des pays étrangers, participer à des salons, des conférences, etc. Donc, c'était un petit service au sein de l'ambassade, mais ce service était associé à un budget. Et donc, on y reviendra plus tard. Donc, ce service est associé à un budget. Deux, on m'a envoyé sur ce poste-là à un moment de l'année qui n'est pas habituel pour ce genre de fonction. Et on m'y a envoyé sans me laisser suivre la formation qui a été dispensée à tous mes autres collègues avant de prendre ce type de poste. Et tout cela mis bout à bout fait que moi, quand je suis arrivée dans cette ambassade de France au Bénin pour prendre en charge la responsabilité de ce service, j'y suis arrivée en toute innocence. J'y suis arrivée en toute innocence. J'ai découvert un service, un petit service, mais un service en grand désordre, où il y avait beaucoup de dysfonctionnements et où, bêtement, Moi, c'était bien organisé. en toute innocence, j'ai retroussé mes manches et j'ai mis de l'ordre. Et ça m'a été fatal. Alors, pour que nos auditeurs comprennent, euh, les dysfonctionnements que j'ai découverts, ils étaient a priori assez pas bien méchants. C'était des bourses d'études qui étaient perçues depuis 7 ans sans aucun justificatif. Pour parler clair, c'était un peu une rente de situation. Donc je dis, comment ça se fait? C'est pas normal. On met fin à la bourse. Ok, d'accord. C'était un autre exemple, c'était pour une bourse donnée.
il y avait 3 dossiers papier pour le même objet, la même personne. Donc, est-ce que cette personne a perçu donc 3 fois la bourse? Puisque il y a eu 3 dossiers papier. Pourquoi 3 dossiers papier pour le même objet, la même personne? Donc, je dis, bah non, c'est pas normal. On en supprime. Donc, c'était des exemples de petits dysfonctionnements que je mettais en évidence. Et donc, mon premier chef de bureau, le premier responsable du service culturel à l'ambassade, était très content que je mette en évidence ces dysfonctionnements. Et puis, pour être efficace, donc tout ça, c'était des dossiers papier. Il faut se remettre en 10 ans en arrière. Il n'y avait pas... Enfin, c'était 10 ans en arrière. C'était en 2008, plus de 10 ans en arrière. Donc, l'ambassade fonctionnait beaucoup avec des dossiers papier qui ont leur utilité toujours. Mais donc, moi, j'ai commencé, quand je suis arrivée dans ce service, j'ai mis de l'ordre et je me suis retroussé les manches. J'ai d'abord mis de l'ordre dans les dossiers papier en les classant, en éliminant les doublons, les dossiers en triple exemplaire, etc. J'ai juste mis de l'ordre dans les dossiers papier et j'ai commencé à mettre en place des bases de données pour avoir une gestion très efficace de mes dossiers, avoir une vision très claire de mon travail et des problèmes qui pouvaient se dessiner ou autre, parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, pour avoir une gestion très efficace de mon service. Voilà. Organiser ton travail, mais apparemment, ça n'a pas plu. Alors, ce qui est drôle, ça n'a pas plu à tout le monde, ça a plu à mon premier chef de bureau qui a dit « Ouais, Françoise, c'est formidable, formidable, vraiment. » Enfin, tout le monde était très content, notamment, enfin, au moins mon premier chef de bureau a écrit qu'il était très, très content de ce que je faisais, de mon travail, tout ça. Et donc, ces bases de données, je les trouvais, elles m'étaient très utiles et j'ai pensé qu'elles seraient utiles à mes collègues du service de coopération et d'action culturelle qui étaient des assistants techniques qui me donnaient, qui faisaient partie des gens qui me donnaient des ordres, qui me donnaient des instructions que je transformais en réalité concrète, qui étaient mes donneurs d'ordre. Et donc, quand j'ai voulu mettre ces bases de données à disposition de tous mes collègues, voire de toute l'ambassade, moi j'étais très transparente dans mon travail, j'ai contacté le service informatique de l'ambassade pour demander conseil et savoir comment mettre un mot de passe à ces bases de données pour qu'il n'y ait que moi à pouvoir intervenir dessus, mais que tout le monde puisse les consulter en toute transparence. Et très curieusement, l'informaticien de l'ambassade est rentré dans une colère noire et a bloqué mes bases de données. Il les a neutralisées, détruites pour moi, donc je n'y avais plus accès. C'était incompréhensible. Mon chef de bureau a dit, mais que se passe-t-il? Enfin, il y a eu des échanges de mails parce que mon chef de bureau m'a dit, mais enfin, Madame Nicolas n'a fait qu'utiliser un logiciel à sa disposition sur son ordinateur à l'ambassade. Son travail est très utile. Je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez en colère pour ça. Vraiment, donc bon, il y a eu des échanges. L'informaticien de l'ambassade est resté sur sa position en bloquant mes bases de données. Donc, concrètement, quand je me suis trouvée face à cette situation, mon travail était perdu, mais j'avais gardé une copie sur une clé USB, donc en fait, je n'ai perdu que 48 heures de travail. Et j'ai pris l'habitude de travailler avec un disque dur externe. Et donc, de continuer à travailler avec ces bases de données qui me permettaient d'avoir un suivi très fin de mon travail et en ayant perdu donc 48 heures de travail. Donc, j'ai continué à travailler avec ces bases de données. Or, ces bases de données, on va y revenir tout à l'heure, auront par la suite une importance essentielle parce qu'elles vont me permettre de mettre en évidence des dysfonctionnements beaucoup plus graves que ceux
que j'avais détectées à mon arrivée à l'ambassade. Donc, tu viens de nous décrire un dysfonctionnement dans le fonctionnement de l'ambassade. Comment était l'ambiance au niveau avec tes collègues? Alors, l'ambiance à l'ambassade était bizarre. Moi, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte parce que, un, c'était mon premier poste à l'étranger. Euh, Deux, j'avais vraiment beaucoup de travail. Mais l'ambiance était curieuse. On en parlait entre nous parce qu'il y avait une ambiance très... Bon, pour parler clair, on voyait qu'il y avait des dysfonctionnements avec les personnes de la comptabilité. On parlait de détournement de fonds publics de l'ambassadeur, etc. Mais bon, c'est un peu une pratique courante au ministère des Affaires étrangères. Les gens de la comptabilité, les collègues de la comptabilité nous racontaient des anecdotes pas très glorieuses dont ils étaient témoins. Mais bon, ça, je veux dire, c'était du folklore. Mais par contre, de façon plus précise et plus étrange, euh, il y avait une ambiance de menace et une ambiance professionnelle très, très lourde et très délétère. Euh, pour être plus précise, mon chef de bureau était à l'évidence l'objet de grandes humiliations de la part de l'ambassadeur. Et ce chef de bureau, ce premier chef de bureau du service de coopération et d'action culturelle, pendant cette première année, m'a demandé à 2 reprises de témoigner par écrit des scènes de menaces dont j'avais été témoin dans mon cadre professionnel. À l'époque, ce N+2 voulait faire une procédure de harcèlement moral contre l'ambassadeur. Bon, moi, de façon très honnête, j'ai témoigné par écrit de ce que j'avais vu, effectivement, des scènes qui, avec le recul dont j'ai la preuve, mais qui impliquaient mon N+2 ou qui m'impliquaient moi, mais à l'époque, je pensais que ça m'impliquait moi parce que j'étais sous la dépendance hiérarchique de mon N+2, et vraiment des scènes de menaces euh, très, très alarmantes, mais dont je n'ai pas perçu à l'époque qu'elles allaient m'impliquer moi plus tard. Mais j'ai témoigné par écrit à 2 reprises, à la demande de mon N+2, de scènes de menaces dont j'ai été témoin dans mon cadre professionnel. C'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. C'est sûr que ça amène à réfléchir. C'était une ambiance qui visait à créer une espèce de servitude volontaire, en fait. C'était une ambiance... en fait, j'ai eu la clé de tout ce qui s'est passé. Mais là, on anticipe par rapport à plus tard. Maintenant, je sais je sais pourquoi il y avait cette ambiance. Je sais pourquoi il y avait cette animosité particulière entre l'ambassadeur et mon N+2. Et je sais pourquoi moi, de par mes fonctions de responsable de ce service, bourse, mission, habitation associé à un budget, pourquoi moi, je me suis trouvée prise par la suite dans une histoire qui a pulvérisé ma vie. Donc, tu es tombé dans ce piège en 2009. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et est-ce que ça... Je suis tombée dans un piège tendu par l'ambassadeur sans m'en rendre compte, évidemment, en juin 2009. En juin 2009, je me suis trouvée atteinte d'une crise de paludisme au Bénin. Il faut savoir que ben, le paludisme, on l'attrape parce qu'on est piqué par un moustique et dans ce type de pays, c'est banal. C'est un peu l'équivalent d'un rhume chez nous, il n'y a pas de quoi en faire. On est très malade, mais quand enfin, surtout que moi, j'avais les moyens de me soigner, donc on est très malade, mais voilà. Et alors, j'étais atteinte d'une crise de paludisme. Mon N+1, donc pas le N+2 dont j'ai déjà parlé, mon N+1 m'a appelé chez moi pour me donner l'ordre d'aller voir le médecin de l'ambassade que j'avais vu la veille, qui avait dit oui, oui,
c'était une crise de paludisme et tout ça. Il m'a donné l'ordre de retourner le voir. Et bon, j'ai protesté faiblement, mais bon, il m'a dit, François, c'est un ordre, je vous donne l'ordre, c'est un ordre. Retournez voir le docteur. Bon, je suis retournée voir le médecin de l'ambassade. Et il faut savoir que ça correspondait pile poil au jour où mon médecin traitant à Cotonou, qui était une Française installée à Cotonou, était partie en France pour ses vacances. Donc, du coup, c'est important comme détail. Donc, je retourne voir le médecin de l'ambassade que j'avais vu la veille et qui me dit « Ah, finalement, Madame Nicolas, je me suis trompée, ce n'est pas une simple crise de paludisme, mais vous êtes atteinte d'un mal beaucoup plus grave, des bactéries sont en train de vous tuer, il faut que vous acceptiez d'être rapatrié en France, d'être hospitalisé, rapatrié en France, sinon vous allez mourir. » Docteur, plaisanter, c'est une simple crise de paludisme. Non, non, vraiment, je suis médecin, croyez-moi. Et donc, enfin, je ne dis pas ça comme ça, bien sûr, mais j'étais affaiblie par le paludisme. Mon médecin traitant venait de partir en France, en vacances. J'ai fait confiance. Je n'ai pas pensé à demander un deuxième avis médical et j'ai été rapatriée sanitaire en France. Hospitalisée, rapatriée sanitaire en France. Et en France, les analyses ont montré que c'était une simple crise de paludisme et que non, je n'étais pas sur le point de mourir dévorée par des bactéries. Voilà. Donc, après avoir eu ces analyses à l'hôpital de Rennes, je me suis rendue au ministère des Affaires étrangères à Paris pour rencontrer le responsable des médecins du ministère et pour lui dire bah, écoutez, docteur, tout va bien, ce n'était qu'une simple crise de paludisme, tout va bien, soyons rassurés, je peux retourner travailler à Cotonou, à l'ambassade. Et là, le médecin du ministère des Affaires étrangères me dit mais madame, l'ambassadeur a motivé votre rapatriement par une tentative de suicide. J'ouvre des grands yeux, j'explose des yeux, je dis docteur, vous plaisantez, tout va bien dans ma vie. Le médecin me répond madame, je ne suis pas policier, si je dois croire l'ambassadeur ou vous, je crois l'ambassadeur. Donc, je me suis trouvée, c'était le point de départ de toute l'histoire, je me suis trouvée face à un mur du ministère des Affaires étrangères qui me bloquait en France, qui ne voulait pas entendre mes arguments. Donc, je suis rentrée comme ça dans un processus où j'ai passé, j'ai rencontré un expert psychiatre, où j'ai obtenu des attestations de plein de médecins spécialistes qui disaient que j'étais en parfaite santé physique et mentale pour retourner travailler à Cotonou. J'ai saisi, donc le ministère ne voulait toujours rien entendre, j'ai saisi des avocats et un tribunal, etc. Donc je suis restée 3 mois piégée en France, confrontée à un mur qui était pour moi incompréhensible. À l'évidence, le ministère des Affaires étrangères ne voulait pas que je retourne à Cotonou et voulait me bloquer en France. Moi, je ne comprenais pas, je n'ai pas compris et je ne comprenais pas même des phrases que l'on m'a dites à l'époque qui maintenant prennent tout leur sens, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et parce que j'ai saisi des avocats, parce que j'ai saisi un tribunal, l'ADRH a fini par lâcher l'affaire et à me laisser repartir en septembre 2009 pour reprendre mes fonctions à Cotonou. Donc en automne 2009, tu retournes à Cotonou et tu constates une rupture d'ambiance par rapport à ce que tu avais vécu juste avant. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement de... Avant de répondre à ta question, je voudrais rebondir sur les phrases prémonitoires que l'on m'a dites à l'époque, et notamment sur l'une d'entre elles. Ce médecin de prévention du ministère des Affaires étrangères m'avait dit, si furieux de voir que j'insistais pour retourner à l'ambassade de France au Bénin, reprendre mon travail, il m'avait dit
si vous retournez à Cotonou, vous allez vous faire tuer. Et à l'époque, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et j'en avais parlé à mon entourage, mais comme vraiment, c'était le médecin qui, qui perdait la tête, quoi, qui disait n'importe quoi. Si vous retournez à Cotonou, vous allez vous faire tuer. Or, ce fut une phrase prémonitoire. Donc, je suis retournée, j'ai repris mes fonctions donc, en septembre 2009. Et là, j'ai découvert que mon premier chef de bureau avait été viré de l'ambassade, viré des affaires étrangères et donc remplacé par un nouveau chef de service. Pas du tout la même personnalité et surtout, ce chef de service m'a retiré ce qui faisait mon travail. C'est-à-dire que je gérais ces dossiers de bourse, de mission et d'invitation. Donc, c'était un travail très lourd, je n'ai pas développé tout à l'heure, mais je transformais des instructions en réalité très concrètes. Donc, c'est-à-dire que je recevais les bénéficiaires de ces bourses, missions, enfin, pas les Français qui venaient au Bénin, mais je recevais les Béninois bénéficiaires de bourses ou d'invitations à mon bureau. On montait un dossier, enfin, c'était quand même un travail très lourd. Et donc, je retourne à l'ambassade en septembre 2009 et ma nouvelle hiérarchie me dit non, finalement, je vous retire ces dossiers, vous n'allez plus les traiter, mais c'est une des secrétaires de service qui va s'en occuper. Or, la secrétaire du service, qui était une collègue locale béninoise, elle avait déjà son travail. Elle était la secrétaire de 5 assistants techniques. Donc, elle avait déjà son travail. Moi, le travail que je viens de vous évoquer me prenait beaucoup de temps déjà dans la journée, et puis je faisais des heures supplémentaires le soir, voire le week-end, tellement la charge de travail était lourde. Bon, il faut savoir que j'étais bien payée pour ça, hein, je ne m'en plains pas, mais c'est un constat. Et là, la charge de travail était lourde, et ce nouveau N+2 me dit, non, non, vous n'allez plus traiter les dossiers, c'est Marie-Cécile qui va s'en occuper, mais qui avait déjà son propre travail et qui en plus ne faisait pas les heures supplémentaires que je faisais. Donc évidemment, pourquoi c'était possible? Parce que, et je m'en suis rendu compte avec mes bases de données, les dossiers que la secrétaire traitait étaient vides. Elle ne recevait pas les gens, les bénéficiaires, et les dossiers qu'elle traitait avec de grosses guillemets, mais qui étaient bien imputés budgétairement, les dossiers étaient vides. Vides. Au mieux, il y avait des noms, mais il n'y avait pas à l'intérieur les données essentielles de l'identification des gens, d'où ils venaient, où ils allaient et tout ça. Mais en final, ils étaient bien imputés budgétairement. Et on en revient aux bases de données que j'évoquais tout à l'heure. Ces bases de données que j'avais mises en place de façon interne pour préparer finalement pour contrôler mon travail. Ça n'avait pas une vision une visée de flicage ou quoi que ce soit. C'était pour être efficace dans mon travail et ça me permettait de préparer de préparer l'entrée de données sur un logiciel très spécifique qui permet en final d'imputer sur le budget de l'État. Et ces bases de données que j'évoquais tout à l'heure, mises en place et bloquées par l'informaticien de l'ambassade, elles m'ont permis de mener une enquête et de comprendre ce qui se passait parce que moi, je considérais que j'étais responsable de ces dossiers. Mon administration m'avait envoyé là-bas pour m'en occuper. Elle me payait pour m'en occuper. Officiellement, j'étais toujours responsable de ces dossiers. Donc, je considérais que ma responsabilité était engagée. Donc, je posais des questions. Je posais des questions à ma collègue, mais bon, qui était très embêtée pour me répondre. Mais je posais surtout des questions à ma hiérarchie, où, comme j'étais respectueuse, j'attirais l'attention de ma hiérarchie par mail en leur disant, mais votre nouvelle organisation, elle est source de graves dysfonctionnements comptables et juridiques. On ne sait pas qui part,
qui est quoi, qui fait quoi, on ne sait pas. Il n'y a pas de contrôle. Donc, je pense bien que en retour, ma hiérarchie ne m'a pas dit « Oh, formidable, Madame Nicolas, merci de nous le signaler ». Au contraire, j'ai été l'objet de… Et je n'ai pas compris. Enfin, je n'ai pas compris. Il faut se remettre dans la perspective. C'est une période de grande violence qui a duré 4 mois. Et moi, j'avais du travail par ailleurs, j'organisais des concours, des examens. Enfin, puis il y avait les suites du piège de l'été 2009, et puis j'étais confrontée à une très grande violence de la part de cette nouvelle hiérarchie qui me criait dessus, qui me donnait des ordres absurdes, qui essayait de me couler, de me piéger. Enfin, c'était vraiment, j'étais l'objet de menaces sur mon intégrité physique. Enfin, j'étais vraiment, c'était une ambiance de grande violence. Donc, parallèlement à cette ambiance de grande violence, j'attirais par écrit l'attention de ma hiérarchie sur les graves dysfonctionnements dont elle était directement à l'origine, avec ses dossiers vides qui étaient bien imputés budgétairement. Et à un moment donné, j'ai écrit à mon correspondant gestionnaire à Paris, à l'administration centrale, pour expliquer très clairement la situation, en expliquant donc les dossiers vides imputés budgétairement, en donnant des exemples qui, avec le recul, sont très clairs quant au caractère fictif des dépenses engagées, et en expliquant que j'avais alerté ma hiérarchie à l'ambassade sur ces dysfonctionnements générés par cette nouvelle organisation, et que elle ne me répondait que par le silence. Voilà. Et je concluais en écrivant à Paris au ministère des Affaires étrangères que se posait une question de responsabilité de ces dossiers, parce qu'officiellement j'en étais responsable, de responsabilité et de contrôle de la dépense publique, de transparence. Ça me semble clair. Et à partir du moment où tu contactes Paris, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai contacté Paris en décembre 2009 et je suis partie en vacances. Et j'ai contacté Paris début décembre 2009. Je suis partie en congé. Je suis rentrée à mon bureau en janvier 2010, le 4 janvier 2010, et sans avoir aucune réponse de Paris. Et prise dans le flux de tout ce qui se passait, je n'ai pas prêté attention à ça. J'étais confrontée à une grande violence. Et en janvier 2010, à mon retour de congé, j'étais aphone. J'avais attrapé un virus qui faisait que je ne pouvais pas prononcer un son. Je ne communiquais que par écrit. Et pendant les premiers jours de mon retour en janvier 2010, j'ai constaté à l'ambassade une ambiance encore beaucoup plus difficile et hostile qu'à l'accoutumée. Mais je n'y ai pas prêté attention. Pour le dire autrement, ma nouvelle hiérarchie, ma collègue de bureau, essayait de créer une ambiance d'agressivité, de grande violence, en prenant pour prétexte le fait que peu après mon retour de congé, ma collègue de bureau, qui était un emploi fictif de l'ambassade et qui recevait beaucoup de gens, qui recevait beaucoup de personnes dans notre bureau, mais à titre privé, elle avait reçu dans notre bureau un adolescent qui était venu la voir. C'est le truc anodin. Un adolescent qui était rentré dans le bureau, et moi, comme j'étais malade, comme je l'ai dit, j'étais aphone, j'avais mal aux oreilles, j'avais chopé un virus, je ne l'avais pas entendu, et je ne l'avais pas salué. Et à partir de là, ma collègue du bureau et ma hiérarchie ont bâti ont voulu me construire toute une ambiance de grande agressivité à partir de ce détail anodin d'un jeune homme qui est rentré dans le bureau que je n'ai pas salué. Mais ça a pris des proportions où en 10 jours, à un moment donné, j'ai été convoquée par ma hiérarchie un soir dans son bureau. Et moi, convoquée, j'y vais en pensant que c'était pour le travail.
Je prends mon bloc-notes et tout ça, et on m'explique que c'était à cause de cet incident que je viens de t'évoquer, que j'étais convoquée, parce que ma collègue de bureau s'était plainte de mon comportement, voilà, de choses absolument vénielles. Ne pas avoir salué un jeune homme qui était rentré dans le bureau. Et donc, c'est totalement absurde. Et donc, à l'époque, j'étais à Faune. Je n'ai pas pu... Enfin, j'ai répondu par écrit que ben, c'était absurde. Oui, j'avais pas entendu le jeune homme rentrer dans la pièce. J'avais mal aux oreilles. Enfin, ma collègue de bureau était depuis quelques jours de mauvaise humeur. J'étais habituée au fait qu'elle soit de mauvaise humeur. C'était peut-être dû à la climatisation qui était en panne. Enfin, tout ça, c'était absurde. J'ai répondu par écrit tout ça, de façon normale et en me disant qu'est-ce que c'est que cette histoire absurde. Et ça, également, chose anodine, c'est qu'au fur et à mesure que je répondais par écrit sur ces feuilles volantes, mon nouveau N+2, il retirait les pages. Et ces pages-là, je les ai retrouvées des années plus tard dans mon dossier administratif. On anticipe, mais bon, tu vois, des choses. Et puis, je continue donc. Un motif anodin, ne pas avoir entendu, ne pas avoir salué un jeune homme rentré dans le bureau, voilà, etc. Donc, je suis convoquée quelques jours plus tard par ma hiérarchie, on m'en fait le reproche, puis c'est absurde. Et je retourne travailler, et comme je travaillais tard dans la soirée, j'écris un mail en me disant, mais qu'est-ce qui vous prend à tous? Quelle mouche vous pique? Qu'est-ce qui vous prend d'essayer de créer de façon artificielle une atmosphère de grande violence entre ma collègue de bureau et moi? Il n'y a pas de problème. J'écris à ma collègue de bureau en la prenant un témoin, mais où est passée ta gentillesse perdue? Mais quelle mouche te pique? Que se passe-t-il? Voilà. J'écris ce mail dans la soirée, copié à tout le monde. Voilà, je rentre chez moi, la nuit se passe, et le lendemain matin, j'arrive, je travaille. Donc, je commençais très tôt à 7h30. Ma collègue arrive à 9h et elle avait été destinataire de ce mail anodin. Et elle se met à me crier dessus, mais tu m'as insulté. Je dis, ben non, Muette, je n'ai pas pu t'insulter. Et je retourne travailler à mon bureau. Et quelques minutes plus tard, je la vois se lever dans mon champ de vision, je la vois se lever. Et bon, je fais court, ma collègue est venue m'agresser à mon bureau, elle est venue me frapper avec un cintre, elle est venue tenter de me crever les yeux, et comme elle m'a étranglée. Comme j'étais à Faune, je n'ai pas pu appeler au secours, et en fait, ma collègue a tenté de me tuer. Enfin, j'aurais dû mourir. Euh, je n'ai pas pu appeler au secours puisque j'étais à Faune, donc dans ce que j'ai pu faire, dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Et par chance, un agent d'entretien travaillait à proximité du bureau, a entendu le bruit, des bruits anormaux de livres qui sont tombés, de classeurs qui sont tombés, etc., est entré dans la pièce et m'a sauvé la vie alors que j'étais en train de perdre connaissance sous l'effet d'une strangulation. Donc, il y a certains de tes collègues qui sont venus et qui alors, oui, excuse-moi, parce que j'essaie de faire court. Donc, on arrive au fait qu'à partir de, enfin, tu vois, le truc anodin, etc. Donc, je ne sais pas si je suis claire dans la mécanique qui s'est mise en place. Donc, et donc, ma collègue tente de me tuer. Grâce à un agent d'entretien, je survis alors que j'étais en train de perdre connaissance sous l'effet de la strangulation. Et quand je reprends, je tombe à terre, j'ouvre les yeux et je vois. Il faut savoir que les bâtiments administratifs étaient tout petits. Donc, les locaux administratifs sont dans un tout petit bâtiment. Donc, je pense alerté par le bruit ou autre, quand je tombais à terre, je relève la tête et j'ouvre les yeux. Je vois à proximité de moi, à distance très faible, d'1 mètre, d'1 mètre 50, 3 personnes
en randonnion qui me regardent, l'ambassadeur, mon N+2 et mon N+1 qui me regardent sévèrement alors que je suis à terre, en sang, très abîmée. Et au second plan, mon agresseur qui est très énervé, avec l'agent d'entretien qui essaie de la maîtriser et le chef des gendarmes qui accourt pour aider l'agent d'entretien à maîtriser mon agresseur. Donc il y a eu des témoins de tout ça. Bon, il y a des preuves multiples parce que bon, à la suite de ça, j'étais emmenée dans un cabinet médical voisin qui était le cabinet de mon médecin traitant qui a pris des photos de mes blessures, 11 photos, donc qui attestent de tout ce que je dis. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais des photos très impressionnantes qui attestent que ma collègue a tenté de me crever les yeux, l'intention de me tuer avec un coup très abrasé par la strangulation. Donc, les photos sont très claires quant à la volonté de me tuer, confirme ma version des faits. Et puis, par ailleurs, ma collègue, elle, est emmenée chez le médecin de l'ambassade qui constate que je lui ai mordu le doigt parce que quand elle a tenté de me crever les yeux, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je l'ai mordu et effectivement, j'ai mordu son doigt de toutes mes forces. Donc, elle a un ongle cassé, un doigt mordu. Et donc, je suis ramenée à l'ambassade pour établir ma version des faits, enfermée dans un bureau. Et donc, je commence par écrire ce qui s'est passé. Et donc, je vais faire bref. Moi, je n'ai jamais varié d'un détail dans mes déclarations. Ma collègue, il y a 3 versions, toutes très différentes les unes des autres, dans lesquelles je tiens des discours, donc alors que j'étais à Faune, avec éventuellement des témoignages de collègues qui disent oui, oui, Madame Nicolas a dit ceci, on l'a entendu alors que j'étais à Faune. Donc, moi, d'un côté, je n'ai jamais varié d'un détail dans mes déclarations. Ma collègue, il y a 3 versions. L'agent d'entretien a été licencié peu après par l'ambassade. Mon état, j'ai été ramenée chez moi. Je suis rentrée chez moi, mais mon état s'est dégradé de façon très rapide parce que les hématomes internes se sont refroidis. Je me suis trouvée paralysée et en état de choc. Donc, je suis rentrée chez moi, mais pour faire bref à nouveau, au bout d'une semaine, j'ai été renvoyée en France, rapatriée disciplinaire par l'ambassadeur, sur décision de l'ambassadeur, rapatriée disciplinaire. Je ne tenais pas debout toute seule, je n'ai pas pu faire une valise. Ce sont des gens qui ont mis pour moi le tout venant dans une valise, donc j'ai abandonné ma maison. J'ai été désignée comme étant l'agresseur de ma collègue. J'ai quitté le Bénin une semaine après mon agression. J'ai quitté ma maison, la vie que j'avais. J'ai abandonné tous mes biens sans même être en état de faire une valise. J'ai été renvoyée en France et je ne suis jamais retournée au Bénin. J'ai tout abandonné là-bas, la vie qui était la mienne et ma vie a basculé. Est-ce que tu peux parler de la réunion qui s'était passée où on a justement voulu préméditer une agression contre toi? En octobre 2009, au cours d'une même semaine, plusieurs personnes m'ont rapporté qu'il s'était tenu à l'ambassade une réunion de service au cours de laquelle avaient été envisagés les moyens de m'éloigner pour de bon de l'ambassade. Et plusieurs personnes avaient évoqué un projet de viol commandité pour m'éloigner de l'ambassade avec des termes bien précis. C'était puisque Madame Nicolas aime tant le pays, on va l'en dégoûter. Pourquoi pas un viol commandité? Et au moins une fois, le numéro 2 de l'ambassade, dont j'ai parfois donné le nom, avait dit ces propos. Et au cours d'une même semaine, plusieurs personnes m'avaient répété
m'avait parlé de cette réunion de service. Plusieurs personnes, c'était des gens qui étaient ce qu'on appelle le petit personnel, des gens qui étaient en rapport avec le petit personnel. Et ce qui m'avait alerté, c'était pas qu'on me menace ou que je sois menacée, c'était cette expression de viol commandité qui n'est pas courante en France et encore moins au Bénin. Du coup, j'avais écrit à mes avocats en France pour leur expliquer ce qu'il en était, que effectivement, j'avais pas de preuves écrites de quoi que ce soit, mais quand même, au cours de la même semaine, plusieurs personnes m'avaient alerté, m'avaient répété, raconté la même scène, avec cette expression très particulière de viol commandité qui m'avait alarmée, et je concluais le mail à mes avocats en leur donnant les noms, les coordonnées de deux des personnes qui m'en avaient parlé, en écrivant au cas où il m'arriverait quelque chose. Il faut se remettre aussi 10 ans en arrière. Internet n'était pas aussi développé que maintenant, et dans un pays comme le Bénin, il n'y avait pas grand monde à avoir Internet non plus. Donc j'avais donné les coordonnées de personnes qui étaient susceptibles d'être contactées par mes avocats, comme je l'écrivais également de façon prémonitoire, au cas où il m'arriverait quelque chose. Donc c'est quand même un élément très, très précis qui laisse à penser que l'agression dont j'ai été l'objet au mois de janvier 2010 était préméditée. Il y a des faits précis qui laissent accréditer le fait que cette agression subite d'un coup par ma collègue et dans une ambiance d'agressivité que ma nouvelle hiérarchie avait voulu créer de façon artificielle, il y avait oui, moi je dis aujourd'hui, il y a une plainte pénale contre X pour tentative de meurtre, et j'explique avec ce type de document à l'appui que j'estime qu'il y a eu des commanditaires de mon agression. Donc tu subis cette agression. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement des événements, tout ce qui va t'arriver après? Après l'agression, euh, ça a été très violent. D'un point de vue personnel, moi j'étais très, très atteinte par l'agression, je ne tenais pas seule debout, enfin, etc. Donc voilà. Et du point de vue du ministère des Affaires étrangères, j'ai été d'emblée désignée comme étant l'agresseur, et j'ai été donc rapatriée disciplinaire de Cotonou et mutée dans un placard en France et présentée à mes collègues, mes nouveaux collègues, comme étant placardisés parce que j'avais commis une agression en ambassade. Donc, quand je m'en suis rendu compte, évidemment, j'ai protesté, j'ai demandé une commission de discipline pour me défendre. Je n'ai jamais été entendue. Les tribunaux, je me suis tournée vers eux, je n'ai jamais été entendue. Et il faut savoir que les détournements de fonds publics qui ont présidé à l'agression n'ont jamais été contestés. Et si à l'époque, je n'osais pas trop en parler publiquement parce que j'étais très respectueuse de la hiérarchie, de l'administration qui m'emploie, et que ça se passait en interne, mais les détournements de fonds publics qui étaient là quand même qui ont été la toile de fond de mon agression, moi j'avais des mails pour attester des dysfonctionnements, j'avais mes bases de données pour en attester, et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir travaillé sur disque dur externe m'a permis de les emporter avec moi, ces bases, ces éléments très concrets. Les détournements de fonds publics ont depuis été confirmés par différentes personnes, ont été confirmés par des rapports, deux rapports par un. Donc j'ai au moins il y a au moins 3 personnes qui sont intervenues sur cette période de l'ambassade de France au Bénin, 3 personnes
qui ont attesté de façon officielle de détournement de fonds publics. Moi, je ne le savais pas à l'époque. Et je me suis retrouvée placardisée. Donc, ma placardisation à Nantes a duré pendant 5 ans. Concrètement, pendant des années, mon travail m'a pris 15 minutes par mois. Et on m'a refusé 76 changements d'affectation. Je me suis tournée vers les tribunaux pour obtenir réparation du sort qui m'était fait. Les tribunaux ont tout validé, ont donné raison à mon administration de bout en bout. Je me suis tournée vers les syndicats. Les syndicats se sont tus parce que, comme on me l'a expliqué, la DRH leur disait aux permanents, ne vous en mêlez pas. Je me suis tournée, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de lanceurs d'alerte, je me suis tournée vers les entités défendant les droits de l'homme. Elles ont dit, on ne s'en mêle pas. Je me suis tournée vers les associations, enfin, je me suis tournée vers tout le monde. Je n'ai jamais pu me faire entendre. Alors, pour être synthétique, avant de passer aux conséquences sur ma vie, il faut savoir que les tribunaux, par exemple, pour valider le sort qui m'était fait, ont retenu la raison d'État. Ont retenu la raison d'État parce que la collègue qui m'a agressée est très officiellement protégée par le ministère des Affaires étrangères au motif qu'elle avait eu un enfant en mariage avec un homme d'État béninois qui avait des relations haut placées. Donc la première fois que j'ai lu ça, que ma collègue était protégée très officiellement, qu'il n'y avait pas d'enquête ni sur ce que je disais, ni sur mon agression, ni sur les signalements de dépenses fictives, tout a été étouffé au motif que ma collègue avait un amant aux relations haut placées. La première fois que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Sauf que ça a été retenu comme raison valable par des tribunaux une fois, deux fois, trois fois, etc. Et tout le monde m'a laissé tomber. J'ai vraiment été livrée à mon sort. Tout le monde m'a laissé tomber. Comment réagissent la presse traditionnelle face à ton histoire, par exemple Mediapart et d'autres Alors, c'est intéressant parce que pendant longtemps, lorsque je racontais mon histoire autour de moi, avec quand même des preuves à l'appui, j'avais des photos, enfin des écrits, tout ça, on ne me prenait pas au sérieux. Et il y a eu un premier livre qui a parlé de mon histoire en 2011. Mon histoire a fait l'introduction d'un livre de poche. Le livre s'appelle Les diplomates derrière la façade des ambassades de France. Là, ça m'a donné un peu plus de crédibilité. Et ça a été mon premier contact avec les grands médias, à savoir Mediapart. Parce que l'auteur du livre, Franck Renaud, m'avait dit à l'époque, je vais faire un article sur Mediapart parce qu'il avait dit dans des interviews que mon histoire allait au-delà du simple fait divers. Parce qu'il laissait clairement sous-entendre qu'il y avait des histoires de détournement de fonds publics derrière et que, avec cette histoire de protection de ma collègue au motif de son amant, tout ça, enfin, c'était quand même. Ça repose sur des faits écrits, tu vois, des documents officiels. Donc, il y avait quand même un lézard à soulever. Il le disait dans des interviews. Et il avait l'idée de faire un papier sur Mediapart. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et puis, au fil des années, il y a eu plusieurs livres qui ont parlé de mon histoire. Il y a eu plusieurs journalistes qui s'y sont intéressés, et notamment des journalistes travaillant avec Mediapart. Et ce qui se passe, c'est que Mediapart refuse obstinément de parler de mon histoire, et plus loin, Mediapart refuse même des articles qui lui sont donnés clé en main sur mon histoire
par des journalistes spécialistes. J'ai notamment le dernier exemple en date, c'est un journaliste spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest et tout ce qui se passe dans les ambassades, tout ça, qui à 2 reprises leur a fourni un article clé en main et ils n'en veulent pas. Ils n'en ont pas voulu. Notamment parce que la DRH qui a été à l'œuvre, qui était à la manœuvre pour étouffer l'histoire, me placardiser, protéger mon agresseur, protéger les gens qui ont procédé à ces détournements de fonds publics. Ma DRH était Nathalie Loiseau, et donc elle est devenue plus connue de l'opinion publique récemment en étant tête de liste de la liste LREM aux européennes. Et donc à ce moment-là, il y a des journalistes qui ont proposé des articles clés en main à Mediapart. Moi, un journaliste Mediapart n'en a pas voulu. Et on revient à Nathalie Loiseau. Mon histoire est devenue plus connue malgré les 3 livres, tout le monde ne lit pas. D'ailleurs, est-ce que tu peux nommer ces 3 livres pour que ceux qui veulent retrouver ces livres puissent les acheter? Alors, je voulais boucler sur le fait que oui. Nathalie Loiseau, en 2017, elle a été nommée au gouvernement Macron, ministre des Affaires européennes, et je l'ai mise en cause publiquement sur le site Monde Afrique. Donc, mon histoire, je témoigne de ce qui m'est arrivé publiquement depuis des années, depuis 2015. Mes textes sont publiés. Nathalie Loiseau, la DRH qui était à la manœuvre aux affaires étrangères, a été nommée au gouvernement en 2017, donc je l'accuse publiquement, document à l'appui depuis sa nomination en 2017. Elle a été nommée en tête de liste Macron en 2019, donc mon histoire est devenue plus connue au niveau public et a intéressé plus de journalistes, mais les grands médias continuent à se taire. Et donc il y a eu 3 livres qui parlaient de mon histoire. Il y a eu un livre de poche en 2011 qui s'appelle « Les diplomates derrière la façade des ambassades de France » de Franck Renaud aux éditions La Découverte. Donc, mon histoire faisait l'introduction du livre de poche. Il a été vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Le deuxième livre, en 2017, d'Ida de Chavagnac, qui lanceuse d'alerte au Crédit Agricole. Le livre s'appelle Alerte rouge sur la banque verte. Il parle de mon histoire. Le troisième, qui est un livre de Stéphanie Gibault de 2017, qui s'appelle La traque des lanceurs d'alerte, qui évoque une 50aine d'histoires de lanceurs d'alerte pour démontrer par l'exemple que nous sommes tous confrontés aux mêmes mécaniques, tant au niveau des signalements qu'au niveau des représailles. Donc tu prévois aussi d'en écrire un pour alerter un petit peu sur ton histoire? Oui, tout à fait. Alors, en plus de ces 3 livres, il se trouve qu'en 2013, j'ai été sollicitée par les éditions de l'Archipel pour raconter mon histoire dans le cadre d'un recueil de témoignages de fonctionnaires. J'ai écrit un texte qui n'a pas été publié, qui a été censuré, au motif que mon histoire était jugée trop sensible. Donc, depuis 2013, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été confrontée à des situations qui me scandalisent parce que on nous dit France, état de droit, et moi je prouve par l'exemple, de façon très factuelle, que non, que il m'est arrivé, moi les faits très graves qui me sont arrivés sont complètement couverts, les détournements de fonds publics sont couverts, l'agression sur mon lieu de travail qualifiée pénalement de tentative de meurtre est étouffée, les représailles que je subis depuis des années sont étouffées, tout le monde se tait, y compris les entités ou les individus qui ont des fonctions officielles qui devraient me protéger. Donc, je veux témoigner de tout ça. Je veux témoigner de tout ça. Et oui, j'ai commencé l'écriture d'un livre pour raconter tout ça de façon très factuelle.
Donc après avoir vécu tout ce parcours-là, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de la loi Sapin 2? Est-ce qu'elle protège vraiment les lanceurs d'alerte et comment elle fonctionne, d'après ton expérience? Alors, la loi Sapin 2 ne protège absolument pas les lanceurs d'alerte. Je ne connais pas un lanceur d'alerte qui ait été ou qui soit protégé par la loi Sapin 2. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la loi Sapin 2. Bon, déjà, alors on dit qu'elle n'est pas rétroactive, hein, donc en principe, les lanceurs d'alerte, les vieux comme moi, hein, parce que la loi Sapin 2 a été votée en décembre 2016. Donc les gens comme moi sont supposés ne pas être concernés, même si j'avais déposé un dossier auprès du défenseur des droits parce qu'il avait dit à la radio que oui, les anciens lanceurs d'alerte pouvaient quand même déposer un dossier. Donc ça, on y reviendra. Mais concrètement, même les lanceurs d'alerte, au fond, même la loi Sapin 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met l'accent sur la personnalité du lanceur d'alerte et non sur l'alerte. La loi Sapin 2, elle dit que le lanceur d'alerte, il doit être de bonne foi et désintéressé. Mais c'est absurde parce que quand quelqu'un quand quelqu'un appelle les pompiers pour déclarer un incendie, les pompiers arrivent, ils vont s'occuper de l'incendie. Ils ne vont pas s'occuper de savoir si le lanceur d'alerte, enfin si la personne qui a appelé les pompiers est, a bien fait ou non d'appeler les pompiers. Ils vont regarder s'il y a lieu d'intervenir ou non. L'alerte, est-ce qu'il y a un incendie, oui ou non? Donc la loi Sapin 2, concrètement, elle dit attention, le lanceur d'alerte doit être de bonne foi et désintéressé, au lieu de se demander si l'alerte est fondée ou non. Voilà, un premier point. Deuxième point, la loi Sapin 2, elle dit le lanceur d'alerte doit être une personne physique. Donc ça veut dire que le lanceur d'alerte, ça ne peut pas être une association, une ONG, et donc qui serait protégée par le caractère collectif de l'alerte. Voilà. Troisième point, la loi Sapin 2 dit le lanceur d'alerte, la personne physique, doit d'abord alerter sa hiérarchie. Mais souvent, la hiérarchie, elle est complice de ce qui se passe, des détournements de fonds publics ou des magouilles ou autres, ou de la fabrication d'aliments qui tuent ou qui rendent malades, ou de médicaments. La hiérarchie, elle est très souvent impliquée dans le dysfonctionnement. Tous nos exemples le montrent. Moi, dans mon cas, j'ai alerté en interne ma hiérarchie, puis le niveau supérieur. Ils étaient partie prenante au détournement de fonds publics. Donc, c'est absurde. Donc, et quatrième point de la loi Sapin 2, la loi Sapin 2 dit en dernier recours, il y a quand même un défenseur ultime des lanceurs d'alerte, c'est le défenseur des droits. Mais tous les lanceurs, moi je me suis adressée au défenseur des droits, il s'est comporté de façon absolument scandaleuse dans mon dossier. Et je ne connais personne parmi les lanceurs d'alerte, de ceux qui ont déposé un dossier auprès du défenseur des droits, qui ont été soutenus, aidés ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Donc, si je récapitule, la loi Sapin 2 dit le lanceur d'alerte doit être de bonne foi, désintéressé. On s'en fout du bien fondé de l'alerte. Le lanceur d'alerte doit être une personne physique. Donc, avec toutes les conséquences que ça implique pour un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte doit en informer sa hiérarchie
Mais c'est absurde. Le lanceur d'alerte est protégé par le défenseur des droits. C'est faux. Donc, en finale, on arrive à quoi? À des gens qui, dans la très grande majorité des cas, n'ont fait que leur travail, ont juste été honnêtes. Et en finale, on a nos vies pulvérisées. On a nos vies pulvérisées. Et pour boucler, parce que donc sur la loi Sapin 2, depuis qu'elle a été votée en décembre 2016, il y a eu des nouveaux lanceurs d'alerte qui ont été déclarés. Donc on peut dire, ah oui, ils existent, ils se sont déclarés depuis la loi Sapin 2, ils auraient dû être protégés par la loi Sapin 2. Je pense par exemple à Karim Ben Ali. Karim Ben Ali, il a signalé des détournements, des versements de produits toxiques dans la nature pour ArcelorMittal. Bon, tout le monde en est d'accord. Karim Ben Ali, il n'a pas pu respecter la loi Sapin 2 puisque il n'a pas pu alerter sa hiérarchie. Voilà. Ella Keriev, qui a été licenciée pour avoir évoqué publiquement des détournements, des dysfonctionnements au sein d'EHPAD. Elle en a perdu son travail. Je ne sais pas, je ne connais pas bien son dossier, je ne sais pas si elle en a averti sa hiérarchie. Enfin, je pense, d'après les souvenirs que j'en ai, elle a alerté sa hiérarchie sur les... Mais elle n'a pas été protégée non plus. Je ne connais personne qui ait été protégé de quelque façon que ce soit par la loi Sapin 2. Je ne connais personne. C'est censé être sa fonction. Mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est que ce qui me choque, c'est que maintenant, on peut dire « Ah, mais regardez, il y a une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Dormez tranquilles, citoyens. Une loi, les lanceurs d'alerte qui sont présentés comme les héros des temps modernes, si les vigies, les derniers vigies de la démocratie, les consciences citoyennes, qui sont si bénéfiques, si importants, si essentiels à l'intérêt général. Mais soyez tranquilles, une loi les protège, la loi Sapin 2. Et puis, la loi Sapin 2, effectivement, il y a quand même des failles dans cette loi. Mais le défenseur des droits est là. Et puis, il y a des entités qui les protègent, telle maison créée de toutes pièces qui protège les lanceurs d'alerte, telle autre entité. Et puis, bon, voilà. Enfin, et donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Donnez-nous de l'argent. On va aider les lanceurs d'alerte. Mais ça, c'est la façade, la médiatisation, la façade, la jolie façade. Moi, j'appelle ça c'est un peu la façade Potemkin qui est présentée aux médias, à l'opinion publique, etc. Mais derrière tout ça, il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a tous les lanceurs d'alerte que je connais, on est au moins 15-20 à être dans des situations de galère innommables, à être confrontés à la réalité de ce qu'est une vie de lanceur d'alerte, c'est-à-dire concrètement, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de travail, mais tu ne peux pas en retrouver non plus. Tu me raconteras. Tu n'as plus de travail, mais tu ne peux pas y retrouver non plus. Tu es attaqué judiciairement ou tu dois te défendre judiciairement. Ça coûte de l'argent. Tous les corollaires de tout ça, c'est que tu n'as plus non plus de vie sociale parce que, déjà, tu n'as plus de vie. Toute cette histoire de cette alerte qui envahit ta vie dans ses moindres recoins, c'est très difficile de maintenir un minimum de vie sociale et de toute façon, comme je te le disais à l'instant, tu n'as plus de vie professionnelle, tu es englué dans les procédures judiciaires qui coûtent un argent fou et tout se tient. Donc, tout est fait pour t'étrangler. Donc, on va peut-être revenir de façon plus précise sur mon exemple. Mais en fait, nous tous, on est complètement sacrifiés dans le silence généralisé, dans le silence des grands médias. On est sacrifiés alors qu'on nous présente comme étant les héros des temps modernes, les vigies citoyennes.
Mais de fait, on est sacrifiés et on est tous en train de crever à petit feu. On meurt à petit feu. On crève. Tu as contacté Jacques Toubon, le défenseur des droits. Qu'est-ce qu'il a fait pour t'aider? Alors, Jacques Toubon, défenseur des droits, j'ai un contact particulier avec lui. Parce que Jacques Toubon, il faut savoir qu'il est intervenu à mon dossier, sans le savoir, bien avant d'être nommé défenseur des droits. Parce que dans mon histoire, j'ai évoqué mon N+2 qui qui était très content de mon travail donc en 2008-2009 et qui a été viré des affaires étrangères. Il a été viré des affaires étrangères après avoir fait un rapport, pièce comptable à l'appui, adressé à Nathalie Loiseau, directrice des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères, et avec copie à l'Élysée pour expliquer que l'ambassadeur de France au Bénin détournait à grande échelle des fonds publics, pièce comptable à l'appui. Donc, ça lui a valu d'être viré, licencié des affaires étrangères. Donc ça, c'était en 2009. Et ce N+2, il est allé se reconstruire auprès de son ami de l'époque qui était en mesure de l'aider très concrètement, c'était Jacques Toubon. Jacques Toubon qui, à l'époque, était président de la mission de commémoration des 50 ans des indépendances africaines. Et donc, Jacques Toubon a pris son ami dans son équipe. Viens William, te reconstruire auprès de moi. Viens te refaire une santé financière avec des amis, et puis tu vas te refaire aussi un réseau de relations pour rebondir et tout ça. Et donc après, donc effectivement, mon N+2 a rebondi. Il est devenu expert dans le cadre de think tank, c'est-à-dire les diplomaties parallèles qui sont lucratives. Voilà, donc il a rebondi grâce à l'aide de son ami, Jacques Toubon. Donc Jacques Toubon était bien placé, bien avant moi, pour savoir que ce que je disais était vrai. Voilà. Et quand... donc il se trouve que des années plus tard, Jacques Toubon a été nommé défenseur des droits et donc défenseur naturel des lanceurs d'alerte. Et juste avant la loi 2016, donc il a appelé les vieux lanceurs d'alerte comme moi à lui envoyer un dossier, tout ça. Et donc oui, donc Jacques Toubon, il se trouve que, coïncidence, hasard de la vie, au moment où il y a cette loi Sapin 2 qui est votée pour protéger les lanceurs d'alerte, ou voilà, tout ça, il se trouve que Jacques Toubon est défenseur des droits. Donc, je lui envoie mon dossier. Donc, il instruit mon dossier pendant 2 ans. Donc, je passe sur les dossiers les détails des 2 ans d'instruction qui ont été absolument scandaleuses, mais c'est pareil pour tous les lanceurs d'alerte. Hein. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Je le dis publiquement. Et au cours de ces 2 ans, à un moment donné, je me suis trouvée en tête-à-tête avec Jacques Toubon. En mars 2018, je me trouve dans les locaux de l'OCDE à l'occasion d'une conférence quelconque sur les lanceurs d'alerte, ces héros des temps modernes. Jacques Toubon était venu faire son petit discours. Oui, les lanceurs d'alerte sont formidables, etc. Je suis là pour les protéger. Et il se trouve que je pensais qu'il serait resté pour une intervention bien spécifique de Stéphanie Gibault, et je le vois dans les couloirs qui s'en va. Je cours après. Je dis, ah, monsieur Toubon, enfin pas comme ça, mais bon, vous ne restez pas, vous partez, donc oui. Bon. Et je lui dis, ah, c'est dommage, voilà, donc, mais je me présente à lui en lui disant, j'ai un dossier en cours chez vous, et nous avons une connaissance commune. Hein. Lorsque j'ai été amenée à lancer mon alerte, mon N+2 était votre ami, William Bénichou. Quoi? Comment? Répétez son nom? Non, répétez-moi votre nom. Je dis, peu importe mon nom, peu importe, c'est le problème générique des lanceurs d'alerte et du sort des lanceurs d'alerte. Donc, monsieur Toubon m'a fait répéter mon nom à 2 reprises, et ensuite il m'a écrit au sujet de oui, qu'il avait une attention particulière pour mon dossier, mais j'ai eu l'occasion de lui rappeler. Et cette rencontre-là a donné lieu à un article dans un journal, Valeurs Actuelles, qui a permis de relancer le truc. J'ai raconté ça à différentes personnes, et
Donc, il y a un article qui est sorti de ce petit rencontre. Mais, donc, Jacques Toubon m'a bien identifié qui j'étais. Et il est très bien placé pour savoir ce que je dis est vrai. Mais la conclusion de tout ça, c'est que au bout de 2 ans d'instruction, Jacques Toubon a clôturé mon dossier en reprenant les arguments du ministère des Affaires étrangères, à savoir que j'aurais signalé des détournements de fonds publics, j'aurais été agressée, mais comme j'aurais agressé ma collègue, donc en conséquence, tout ce qui se passe depuis 10 ans, toutes les représailles que j'endure depuis 10 ans de mon administration, y compris depuis 1 an, ma mise à la retraite d'office pour invalidité, c'est normal. Donc, il ne s'est jamais prononcé clairement sur ma qualité de lanceur d'alerte en disant oui, vous êtes lanceur d'alerte et oui, vous avez des représailles. Il ne dit pas que je ne l'ai pas été, parce qu'il écrit sans nier la réalité des faits que vous évoquez. J'aurais signalé, j'aurais été agressé, mais comme j'aurais agressé, donc tout ce qui se passe depuis 10 ans est normal. Donc, il noie le poisson complètement. Donc moi, je lui ai écrit depuis. Je lui ai écrit pour lui dire, vous êtes gonflé d'avoir pris cette position parce que vous avez suivi... parce que, pour être complète, je sais par ailleurs que il a fait l'objet de la part de diplomates du ministère des Affaires étrangères pour reconnaître la réalité de ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est très factuel. Il y a des preuves plus qu'il n'en faut. Je ne vais pas revenir sur tout. Il y a des preuves plus qu'il n'en faut. Il y a des diplomates qui connaissent Jacques Toubon depuis de très longue date qui lui ont dit, écoute, ça suffit, tes conneries, pour parler clair. Ça suffit. Reconnais la réalité de ce qui s'est passé. Mais Jacques Toubon, et j'ai des preuves écrites de ce que je dis là, Jacques Toubon a choisi de suivre la version du ministère des Affaires étrangères en écrivant, sans nier la réalité des faits que vous évoquez. Vous auriez signalé des détournements de fonds publics, vous auriez été agressé, mais comme vous auriez agressé votre collègue, tout ce qui se passe est normal. J'en veux beaucoup à Jacques Toubon. Et je le lui ai écrit, ça. Je le lui ai écrit, élément très concret à l'appui, pour lui dire que je le mettais face à ses responsabilités, qu'il y a 10 ans, il a tendu la main, il a aidé un de ses amis qui avait été confronté à la situation, donc il vaut tout ça. Il l'a aidé à se reconstruire, alors par simple amitié, ce qui est très louable. Moi, aujourd'hui, alors que la loi lui fait l'obligation de m'aider en tant que lanceur d'alerte, eh bien, il a contribué à m'enfoncer davantage. Et depuis, il n'y a rien qui se passe. Ah, tu sais, le silence, c'est pire que tout. Le silence, c'est pire que tout. Donc, moi, j'écris beaucoup. Il y a des traces, notamment à Jacques. Voilà, enfin, j'ai ses courriers à Jacques Toubon. Enfin, j'ai plein de choses concernant Jacques Toubon pour étayer ce que je viens de dire. Moi, j'ai beaucoup de traces, de preuves de ce que je dis. Mais je ne suis pas relayée. Je ne suis pas relayée. Le silence, c'est pire que tout. Le silence, c'est pire que tout. Alors moi, je connais un début de salut grâce aux réseaux sociaux. Parce que avec la nomination de ma DRH, Nathalie Loiseau, à la tête de liste pour les européennes, la tête de liste LREM pour les européennes, mon histoire, elle est sortie de sous le tapis un petit peu. Et sous la pression de très nombreux internautes, Libération a fait un article. Je répète, j'insiste, sous la pression de très nombreux internautes, Libération a fait un article. Et encore, ils ont fait un article dans la rubrique Check News, parce que sous la pression de très nombreux internautes. Donc, Check News, voilà. Et, mais bon, il a le mérite d'exister. Ouais. Et l'article
est inexact. Alors, pour que les choses soient claires, moi, d'un côté, j'ai fourni aux journalistes plus de 200 documents. J'ai fourni aux journalistes plus de 200 documents. J'ai passé au téléphone plus de 3 heures avec lui. Je lui envoyais des mails sur des choses très techniques, enfin voilà, qu'il me demandait des choses. Je me suis replongée 10 ans en arrière pour écrire de longs mails, vraiment des détails, donc tout ça. Et voilà, donc moi, de mon côté. De l'autre côté, le journaliste n'a même pas interviewé Nathalie Loiseau, que je mets en cause, pour son rôle déterminant à l'époque en tant que directrice des ressources humaines, qui a étouffé mes signalements, qui a étouffé mon agression, qui a mis en œuvre ma placardisation, qui a fait en sorte que devant les tribunaux, on m'oppose la raison d'État, enfin, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un rôle essentiel dans les représailles dont j'ai fait l'objet. Donc, d'un côté, pour le journaliste, 200 pièces jointes, 3 heures d'entretien, des mails, etc. De l'autre, même pas un mot, il n'a même pas interrogé la personne que je mets directement en cause, il n'a interrogé personne. Je n'ai pas été déçue, il m'avait dit de toute façon, ce sera parole contre parole. Donc, le résultat, c'est que ça a été un article complètement inexact, où bon, il parle quand même de ce qui m'est arrivé, mais il tord complètement, il tord les faits pour arriver à la conclusion que bon, oui, effectivement, j'étais agressée, mais bon, Nathalie Loiseau, directrice des ressources humaines, n'a pas été informée, n'est pas au courant, etc. Et puis bon, en gros, il nous renvoie dos à dos. Il me fait un petit peu passer pour, je sais pas, une femme fragile. Je crois que c'est le terme femme fragile qui m'a agacée dans la là. Je peux comprendre. Femme fragile, je n'aime pas du tout. Et Et, aucune réponse voilà. de Nathalie. Donc moi, si tu veux, il ne parle pas vraiment des détournements de fonds publics, hein, alors j'ai des éléments très probants, et notamment des éléments que je vais finir par rendre publics, hein, mais qui sont accablants, précis, émanant de mon N+2 et accablants pour Nathalie Loiseau. Et très clair quant au détournement de fonds publics à l'échelle de l'ambassade de France au Bénin. Voilà. Donc, ces détournements de fonds publics, hein, je rappelle, c'est quand même notre argent à nous tous. Hein. C'est nos impôts qui sont détournés. Donc, donc l'avantage, l'article de Libération, il a au moins le mérite d'exister. Donc, aussitôt, j'ai expliqué au journaliste que je n'étais pas contente de son article. Et il m'a promis un droit de réponse que je n'ai jamais été publié. Enfin, mais par contre, moi, le lendemain, sur Twitter, j'ai publié ma réponse à l'article de Libération. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis pas, je découvrais Twitter à l'époque. J'avais jamais utilisé Twitter, j'avais jamais fait ce genre de choses. J'étais un petit peu, enfin, je jouais gros quand même. Je jouais gros là-dessus. J'ai fait une réponse à Libération. Twitter, tout le monde ne l'utilise pas. Ma réponse à Libération, copie d'écran à l'appui, a été vue à ce jour plus de 204 000 fois. Plus de 204 000 fois. Je n'ai pas eu de procès en diffamation. Il faut savoir. Enfin, donc je rebondis. Enfin, les grands médias, Mediapart qui se dit indépendant, devraient être intéressés par cette histoire quand même qui a été vue sur un des réseaux sociaux, Twitter, plus de 204 000 fois. Plus de 204 000 fois. Le nombre de mes followers, je l'ai multiplié, je pense, en l'espace de 2-3 mois, je l'ai multiplié par 15. Je dois avoir plus de 100 journalistes à me suivre. Pourquoi personne ne relaye? Personne ne relaye. Et je mets à l'appui de qui veut, et ça, c'est depuis mes accusations publiques contre Nathalie Loiseau en 2017, j'ai un gros dossier, 125 pièces jointes à disposition de qui veut, qui est disposé sur le cloud. On me donne une adresse mail et je mets ce dossier
étayant mes graves accusations contre Nathalie Loiseau à disposition de qui veut. Enfin, pour boucler, je l'accuse quand même d'avoir étouffé des détournements de fonds publics, d'avoir étouffé une tentative de meurtre, concrètement, elle est visée depuis 2015 par une plainte pénale contre X pour tentative de meurtre, qui est étouffée, qui n'est pas instruite. Mais je porte des accusations gravissimes contre des personnes qui ont été ministres, qui ont des fonctions importantes, et personne ne relaye, sauf les médias alternatifs, comme Vécu, comme Didier Maisto de Sud Radio, comme Le Média, mais où ce que je dis est vrai, et c'est très grave, où je suis une menteuse, et à ce moment-là, on prouve que je suis une menteuse, et on m'applique la loi, et je suis punie comme il se doit. Mais le résultat des courses, c'est que aujourd'hui, je suis retraitée, donc j'ai beaucoup travaillé toute ma vie. Je vis depuis 1 an avec une retraite de 850 €. Je ne trouve pas de travail parce que je suis inemployable, parce que des postes à responsabilité, on va chercher mon nom, on va voir qui je suis, ça fait fuir. Des petits boulots, même en minorant mon CV, on voit que y a un lézard quand même. Donc, j'ai ma retraite de 850 €, donc depuis 1 an. Concrètement, je n'ai décroché que 2 petits boulots d'être fleuriste au moment des réveillons ou de saisonnière pour la cueillette du muguet. Donc, ce sont des boulots qui m'ont rapporté à tout casser 900 € en 1 an. Là, ma retraite d'office vient d'être validée par un tribunal. Concrètement, ça veut dire que je dois rembourser des sommes au ministère des Affaires étrangères, me pourvoir en appel. Je dois trouver, alors que je suis très endettée, je dois trouver 11 000 € là, tout de suite, maintenant, alors que je le répète, j'ai 850 € de retraite pour vivre, que je me suis beaucoup endettée, que l'année dernière, j'ai payé de frais d'avocat, j'ai payé plus de 7 000 €. Qu'en tout, j'atteins plus de 70 000 € déjà d'acquittés d'honoraires d'avocat. Enfin, je sais. Tout ça parce qu'à un moment donné, j'ai fait mon travail, j'étais honnête. Qui me protège aujourd'hui? Qui me protège? J'en suis à 16 procédures judiciaires. 16 procédures judiciaires, ça veut dire 16 thématiques. Parce qu'on n'a pas, j'ai l'impression d'avoir été un peu longue peut-être avec toi, mais on a quand même, je suis à 16 thèmes judiciaires, 16 thèmes devant les tribunaux. D'où les 70 000 € d'honoraires d'avocat. Et j'ai tout perdu. Waouh! À un détail près, mais à un jugement près. 2 jugements allés. Sur je ne sais combien, sur 16 procédures, j'ai eu 2 victoires. Enfin, 2 victoires. Une victoire par abandon du ministère des Affaires étrangères et une autre, une cour d'appel a estimé que 10 ans après les faits, le ministère des Affaires étrangères devait cesser de m'opposer la raison d'État. Mais bon, mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, je suis une citoyenne ordinaire, une fonctionnaire honnête. Pour avoir fait mon travail à un moment donné, honnêtement, juste honnêtement, j'ai pas dénoncé qui que ce soit. J'ai alerté, j'ai respecté tout ce que prévoit la loi Sapin 2, finalement. Alerter ma hiérarchie de façon graduée, être de bonne foi, désintéressé, enfin des faits très, très précis. Et concrètement, 10 ans après, aujourd'hui, je vis depuis 1 an avec une retraite de 850 €. Je ne trouve pas de boulot. Les tribunaux ne m'appliquent pas la loi. Le défenseur des droits ne me défend pas. Toutes les entités qui disent protéger les lanceurs d'alerte se taisent. Et je suis un cas parmi plein d'autres. Maintenant, il faut espérer que l'opinion publique s'empare de cette question et que ton histoire fasse grand bruit pour que, enfin, ces médias, sous la pression justement, fassent en sorte que ton histoire soit entendue, pas simplement écoutée.
Oui, oui, tout à fait, mais interpellez vos parlementaires, interpellez les syndicalistes que vous connaissez, interpellez tous les gens, parce que nous, les lanceurs d'alerte, nos histoires recouvrent des histoires qui touchent à l'intérêt général, que ce soit les détournements de fonds publics, l'évasion fiscale, les médicaments qui tuent, les aliments qui tuent, les manipulations génétiques dans les laboratoires de fécondation in vitro, les déversements de produits toxiques dans la nature, les dysfonctionnements dans les EHPAD, j'en passe, les marchés truqués à la SNCF, la corruption à la SNCF. C'est la maltraitance des handicapés, enfin les histoires sont sans fin, mais elles touchent toutes à l'intérêt général. Mais on est livré à nous-mêmes, on n'est pas défendu, alors que ce qui est rageant, c'est que on nous dit oui, mais il y a une loi maintenant, oui, mais si la loi a des défauts, il y a le défenseur des droits, oui, mais il y a il y a la maison des lanceurs d'alerte, il y a ceci, il y a cela, mais bon, c'est n'importe quoi. Concrètement, qu'un journaliste ose aller regarder de près ce qu'il en est, ose qu'il aille regarder. Je ne veux pas dénoncer, enfin, je ne donne même pas, enfin, je suis factuelle, je fais un constat, et nous sommes 99,9% des lanceurs d'alerte que je connais, 100% de gens que je côtoie font le même constat. 100%. Maintenant, il faut n'a plus qu'à espérer qu'il y ait un éveil des consciences et que les citoyens se lèvent pour protester contre tout ça, parce qu'il y a, vous êtes tous là à dénoncer, et il faut maintenant vous soutenir. Parce que sans ça, on va continuer dans un monde où la corruption règne et fait sa loi. Mais merci Jérémy pour ton soutien, mais c'est vrai que c'est à vous tous, à chacun d'entre vous, derrière votre ordinateur, de nous soutenir, parce que la plupart d'entre nous sont dans ces histoires depuis 10 ans, 15 ans et tout ça, et tout ce qu'on constate, c'est une dégradation de nos situations. Malgré les beaux discours, nos situations se dégradent. La corruption, elle est de plus en plus présente. Et de fait, c'est une impunité pour les corrupteurs et les corrompus. Il peut se passer des choses énormes. Alors, souvent, on dit « Ah oui, mais c'est dans les entreprises privées, tout ça, les entreprises, c'est un petit peu diabolisé. » Mais moi, on atteste qu'il se passe également des choses absolument gravissimes, répréhensibles dans des administrations, dans des entreprises publiques, et en toute impunité. En toute impunité. Et tout ça, ça porte atteinte à l'intérêt général. Chaque personne en est impactée de différentes façons. Chaque citoyen. Donc c'est à vous, puisque nous ne sommes pas défendus, nous ne sommes pas relayés par les grands médias. C'est à vous, s'il vous plaît, de nous entendre, intéressez-vous à nos histoires, même si vous n'avez pas envie de lire un livre comme celui de Stéphanie Gibault, d'acheter ou autre. Regardez sur Internet, regardez un site qui s'est créé récemment qui s'appelle lanceursdalerte.info, qui a été créé, monté par des lanceurs d'alerte, avec des lanceurs d'alerte, pour des lanceurs d'alerte. On est quelques-uns, c'est en cours, enfin, c'est en complète évolution évidemment, mais on est plusieurs, et je suis au nombre, on est plusieurs à avoir une page dédiée. Allez regarder, s'il vous plaît. Prenez contact avec moi au besoin. Je répondrai à toutes vos questions. J'ai été un petit peu émue, peut-être un peu longue parfois pour expliquer ce qui m'est arrivé, mais vraiment, en finale, s'il vous plaît, nous sommes tous concernés. Vous êtes concernés parce que toutes nos histoires ont trait à l'intérêt général, et nous sommes abandonnés
de tous. Donc c'est vraiment un appel à chacun d'entre vous que je fais pour nous aider. On ne demande pas d'argent ou quoi que ce soit, on demande juste, s'il vous plaît, aidez-nous à nous faire entendre. Pour ouvrir un petit peu de façon bouclée, conclure de façon positive. Donc, en ce moment, il y a à Paris une exposition sur le thème des lanceurs d'alerte à l'initiative d'un collectif de dessinateurs qui ont eu envie de mettre leur talent au service de cette cause citoyenne. Donc, elle se tient jusqu'au 26 juillet à la base, dans un lieu qui s'appelle La Base, au 31 rue Bichat, dans le 10e. Et l'exposition sera à nouveau montrée à l'occasion du salon des livres et l'alerte. Donc, dit très vite, ça se dit délivrer l'alerte, mais c'est le salon des livres des lanceurs d'alerte qui se tient le dernier week-end de novembre à Paris, à Montreuil. Donc, je suis invitée à témoigner à l'occasion de ce salon. Donc, venez nous entendre et venez nous soutenir. Et si vous n'êtes pas à Paris, s'il vous plaît, sachez que, où que vous soyez, vous pouvez nous soutenir en parlant de nos histoires, en parlant de nous à vos amis, aux syndicalistes que vous connaissez, qui vont en parler aux journalistes, qui vont remonter ça. Sinon, est-ce que tu aurais des livres à conseiller à des personnes justement qui aimeraient se lancer dans ces recherches-là, S'il n'y en avait qu'un, c'est celui-ci, hein, c'est La traque des lanceurs d'alerte de Stéphanie Gibault, qui pour moi est de loin le meilleur. Enfin, donc, pas seulement parce qu'il parle de mon histoire. Non, sérieusement, La traque des lanceurs d'alerte aux éditions Max Milo de Stéphanie Gibault. C'est un livre qui est très, très pédagogique et qui surtout explique par l'exemple comment nous sommes tous abandonnés. Déjà, on a tous évidemment été abandonnés par nos employeurs, mais on a eu l'effet Kiss Cool, à savoir que non seulement nos employeurs se sont retournés contre nous, mais on a été abandonnés par les tribunaux, abandonnés par l'État, abandonnés par les syndicats, abandonnés par les ONG, abandonnés de tous, et tous, quels que soient nos horizons professionnels respectifs, tous par l'exemple. Et franchement, il y a une 50aine d'histoires qui sont évoquées dans le livre. Et bon, évidemment, Stéphanie étant quelqu'un de très positif, elle finit par, elle propose des solutions. Des solutions, ne serait-ce que des fois, acheter est un acte citoyen. On peut éviter d'acheter des produits de la multinationale Nestlé, qui a licencié sa directrice de la sécurité alimentaire, Yasmine Motargimi. N'achetez pas les produits Nestlé, par exemple. On peut tous agir de façon citoyenne à notre niveau. Et franchement, voilà, La traque des lanceurs d'alerte de Stéphanie Gibault, et on peut le commander directement sur son site qui est stéphaniegibaultoutattaché.org. Voilà, et la contacter au besoin pour. Et le livre a été traduit en anglais il y a quelques mois. Donc, et la préface est de Julian Assange. Ouais, voilà. C'est pour ceux qui connaissent ce dossier Wikileaks. Je ne sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose te remercier, Jérémy, pour ton invitation. Et à toute l'équipe qui participera au montage et à la diffusion. Et puis, et à vous tous qui prendrez le temps de nous écouter. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Merci à tous, merci Jérémy. Et merci à toi, Valentin. À bientôt. Au revoir.